Bonjour Martine Peters. Bonjour. Vous êtes présidente départementale de l'ANACRE et vous allez nous parler de l'exposition Jean Moulin, une vie d'engagement. Mais d'abord, est-ce que vous pourriez nous parler de l'ANACRE ? Alors l'ANACRE, c'est l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance. C'est une association qui est nationale avec des antennes départementales et locales dans certaines communes de l'Isère. Et c'est une association qui s'est créée en 1958 avec uniquement des résistants. Et depuis la fin des années 70, début 80, on a commencé dans cette association à accepter des gens plus jeunes qui n'avaient pas connu la guerre ou qui n'avaient pas été résistants ou résistantes et qui voulaient poursuivre les combats de l'association. Alors cette association, elle avait au départ comme but de défendre la mémoire, l'histoire de la résistance et les droits des résistants. Aujourd'hui, elle continue bien sûr à défendre les droits des derniers résistants s'ils n'ont pas obtenu de reconnaissance, que la nation aurait dû leur reconnaître. Et surtout, elle travaille pour la mémoire, pour faire connaître cette histoire, pour qu'elle ne soit pas oubliée, pour que les hommes et les femmes qui ont été résistants et résistantes ne soient pas oubliés, qu'on n'oublie pas les raisons de leur combat, surtout, plus encore que leur combat, mais les raisons de leur combat. Et puis surtout, l'idée c'est de faire connaître ce passé afin que les gens actuellement, mais surtout les jeunes générations, soient vigilants et fassent en sorte que ce passé ne risque pas de revenir, ou du moins les idées qui ont fait de ce passé un passé tragique avec cette guerre mondiale ne puissent pas se reproduire. Donc c'est un peu, l'ANACRE c'est un peu un organisme de veille pour inciter les jeunes à travers leur histoire, quels qu'ils soient français ou d'autres origines mais vivant en France, qu'ils apprennent cette histoire et qu'ils soient vigilants pour ce qui pourrait arriver de dérive avec des idées qui renaîtraient dans le même contexte que ce qui s'est passé avant-guerre et pendant la guerre. Oui, donc vous accueillez des plus jeunes depuis les années 70. Est-ce que la transmission se fait bien ? Alors écoutez, la transmission, elle s'est faite, je dirais bien, pour intégrer des plus jeunes dans l'association. Elle s'est faite bien dans les années 90, 80-90, 2000, parce que il y avait encore beaucoup de gens qui étaient des descendants des résistants, soit parce que leurs parents l'ont été, soit parce que leurs grands-parents l'ont été et qu'ils connaissaient déjà un peu cette histoire. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, on a du mal à faire venir des jeunes au sein de l'association. Par contre, on rencontre beaucoup de jeunes dans les lycées, dans les collèges, et là, les résistants, ceux qui peuvent encore, on n'en a malheureusement plus beaucoup, mais ceux qui peuvent encore intervenir, eh bien, ils sont toujours écoutés avec énormément d'attention par les jeunes, parce que, d'abord, c'est aussi une histoire qu'ils apprennent un peu au collège et au lycée, et même un peu dans les écoles primaires, et puis c'est quand même une histoire qui leur parle un peu parce que parfois ils ont entendu leurs grands-parents parler de leurs arrière-grands-parents, ou parce que ils ont vu des films, ou parce qu'ils sont inquiets aussi du monde actuel. Donc ce que leur disent les résistants, qu'il faut savoir s'engager, qu'il faut savoir s'indigner, ainsi que le disait Stéphane Hessel, c'est quelque chose qui leur parle. Voilà. Alors après, on leur explique aussi que leur histoire, même s'ils sont pas forcément d'origine française, mais finalement c'est quand même une histoire qui les concerne, et on leur parle de l'engagement des populations des territoires qui à l'époque étaient des colonies, et que leurs arrière-grand-pères se sont engagés volontairement dans l'armée de libération de la France. Donc tout ça c'est quelque chose qui leur parle et qui fait que alors ils viennent pas à l'association, mais je pense qu'on plante des graines pour qu'ils puissent comprendre le monde aujourd'hui et puis surtout pour le monde de demain. Et c'est pour ça aussi que vous faites des expositions telles que celle qu'il y a à Saint-Opre, Jean Moulin, une vie d'engagement. Voilà, c'est important.
Alors, cette exposition à Saint-Aupre, l'idée c'était, à Saint-Aupre, il y a une salle qui s'appelle Le Repère, où il se passe un certain nombre de choses culturelles, et entre autres des expositions. Donc ça nous a semblé assez évident de faire venir une exposition sur Jean Moulin. Cette exposition, elle a été réalisée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'ONAC, au niveau national, et il y en a dans les départements. Donc le directeur de l'ONAC nous l'a prêté gracieusement, et ça nous semblait important de montrer à la population et aussi aux jeunes des écoles qui avait été Jean Moulin, ses engagements, parce que c'est finalement ça le plus important, c'est pourquoi il s'est engagé dans la résistance, on peut en parler après si vous voulez, et puis expliquer à travers cette exposition ce qu'a été la résistance en France et aussi un peu en Isère. Et c'est pour ça qu'on a couplé lors de l'inauguration de l'exposition la venue d'un historien, Gilles Emprunt, qui est historien, qui travaille avec le musée de la résistance et la déportation d'Isère et qui est professeur au lycée international à Grenoble, une conférence sur Jean Moulin et Gaston Valois, qui était le chef de l'armée secrète en Isère, parce qu'ils ont eu un parcours similaire. Voilà, ça c'était l'idée de départ. Et puis, des enseignants nous ont dit, une enseignante à Saint-Aupre nous a dit, nous on aimerait bien que les enfants voient cette exposition. Donc ils sont venus la semaine passée voir l'exposition et ils ont été extrêmement attentifs. Et bien que ce soit des enfants de primaire, des CM1, CM2, ils avaient des questions et là ils se sont aperçus que finalement leurs arrière et parfois arrière-grands-parents, parce que c'est des enfants qui ont 9-10 ans, avaient vécu eux aussi la résistance. Alors pas forcément en Isère, certains dans la région de la Normandie, une à Saint-Lô, vous voyez, mais ça leur a évoqué des choses quand même, ce qui prouve que dans les familles, c'est pas une histoire qui disparaît, malgré les générations qui passent. Donc ça nous semble important. Voilà. Et c'est vrai que les générations après les personnes victimes de guerre ont très peu de témoignages de leurs parents, puisque c'était un peu tabou, on voulait oublier. Et là, les plus jeunes générations, les petits-enfants ont envie de connaître un peu plus l'histoire. Bien sûr. Ça c'est vraiment une constante. À la fin de la guerre, la plupart des résistants et des déportés, parce qu'on oublie des fois de dire et des déportés, puisque là, beaucoup de déportés ont été résistants. Je ne parle pas là de la déportation raciale, mais ça a été la même chose pour eux aussi, ils ont peu parlé, et pour ceux qui sont revenus. Et pour les résistants déportés, c'est la même chose, ils ont peu parlé. Ils ont essayé en rentrant tout de suite, puis les gens ne les comprenaient pas bien, donc du coup ils n'ont plus parlé. Quant aux résistants, vous savez, la plupart étaient très jeunes quand ils sont rentrés dans la résistance. Oui. C'est le cas par exemple de Pierre Fugain qui est rentré dans la résistance, il avait 20 ans, 25 ans quand la guerre s'est terminée, donc ce sont des gens très jeunes. Ils sont souvent rentrés, ils n'avaient pas encore forcément, ils n'étaient pas forcément encore installés, ils n'avaient pas tous un métier. Donc du coup, quand la guerre a été terminée, leur but ça a été de construire leur vie. D'avoir un métier, d'avoir une famille, de faire vivre leur famille. Et puis les années ont passé. Et puis, dans les années 70, à peu près à ce moment-là, dans la fin des années 60, début des années 70, ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait des idées qu'ils avaient combattues qui renaissaient, des idées d'extrême droite. Et disons-le clairement, la montée, dans la fin des années 60, de l'extrême droite et du Front National, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, leur a fait comprendre qu'il y avait urgence à ce qu'ils témoignent de ce qu'ils avaient vécu. Et à partir des années 70, ils vont commencer à témoigner dans les lycées, dans les collèges et à parler dans leur famille. Voilà. Et petit à petit, effectivement, du coup, leurs enfants ont entendu cette histoire, c'est mon cas par exemple, et puis ils l'ont redit à leurs enfants. Et puis aujourd'hui, c'est les petits-enfants, mais comme la vie est devenue... comme justement c'est compliqué aujourd'hui, et qu'il y a une montée des extrêmes, et particulièrement de l'extrême droite, dans d'autres pays d'Europe aussi, je pense que cette parole sur la résistance, elle est entendue de beaucoup de gens et de beaucoup de jeunes. Et qu'est-ce que vous conseillez pour les jeunes, enfin les jeunes et les moins jeunes, mais d'être vigilants par rapport à cette extrême droite qui monte ?
Oui, d'être vigilant en se disant, en pensant à ce qu'ont fait les résistants qui se sont battus pour l'humanité, pour la dignité de l'homme, pour les droits de l'homme. Hein. Et je crois que c'est ça. Nous, on n'a pas de discours politique. Hein. C'est pas notre discours. Il n'est pas telle formation politique va faire telle chose économique ou sociale. C'est pas ça notre discours. Notre discours à nous, il est souvenez-vous de ce que les idées d'extrême droite, les idées liberticides peuvent entraîner. Et méfiez-vous, chaque fois qu'on attaque les droits de l'homme, et bien sûr, par extension j'englobe évidemment les femmes. Mais chaque fois qu'on attaque les droits de l'homme, chaque fois qu'on porte atteinte à la dignité d'un être humain, et je dirais où que ce soit dans le monde, eh bien ça a une répercussion sur chaque pays, et ça cristallise une société qui est malade. Donc il faut que les jeunes se rendent compte que oui, il y a des difficultés, oui, il y a des problèmes communautaires, mais il faut aller à l'encontre de ça, et il faut être solidaire. Et je crois que c'est ça le grand message de Jean Moulin. Quand Jean Moulin dit, ou plutôt n'accepte pas à Chartres, en 1940, alors qu'il est préfet, de céder aux Allemands qui veulent lui faire signer une déclaration disant que les bombardements, enfin les personnes qui ont été massacrées l'ont été à cause de tirailleurs sénégalais de l'armée française. Moulin, qui sait que ce n'est pas vrai, il refuse. Il refuse jusqu'à ce qu'il ait torturé, et il va tenter de se suicider pour ne pas céder. Il ne cède pas là-dessus parce qu'il sait que c'est faux, et qu'il n'y a pas de raison d'accuser les tirailleurs sénégalais justement parce qu'ils sont sénégalais. Et tout son engagement, c'est ça aussi. C'est de dire on est dans un pays où il y a des droits, et où, à l'époque, c'était des pays qui étaient des pays coloniaux, hein, de la France. Donc, pour lui, c'est impossible de faire un distinguo entre les Français de la France et puis les Français d'outre-mer, ou des territoires coloniaux, ou même au sein en France, de dire il y a une différence entre cet homme et celui-ci, parce qu'ils n'ont pas les mêmes opinions politiques, parce qu'ils n'ont pas les mêmes opinions religieuses. Voilà. Jean Moulin, c'était un rassembleur, mais c'était aussi un humaniste. Donc c'est ça son engagement, c'est de dire on est dans un pays où on a depuis toujours une tradition de solidarité, de fraternité, d'accueil, d'égalité, et on ne peut pas admettre un régime qui, au contraire, est un régime discriminatoire, raciste, parce qu'il y a évidemment la présence des Allemands, mais il y a aussi le gouvernement de Pétain, qui est un régime raciste, qui est un régime inégalitaire, qui a supprimé la République. Donc voilà, c'est ça l'engagement de Moulin au départ. C'est certes libérer la France, mais c'est aussi dire il faut que cette France, elle reste ce qu'elle est, c'est-à-dire un pays d'accueil et un pays égalitaire. Et je crois que ça, et un pays évidemment ouvert aux autres, aux cultures, à la diversité. Et je crois que c'est ça cet engagement, et c'est ça que les jeunes entendent. Aujourd'hui, je crois que c'est un message capital de dire il faut s'ouvrir. Alors les difficultés, on ne peut pas les nier, c'est évident, mais il n'empêche qu'on est une terre d'accueil en France, donc il faut qu'elle le reste, et qu'on règle les problèmes avec une idée que finalement ce sont des problèmes de l'humain. Donc je crois que c'est vraiment ça l'engagement de Moulin. Est-ce qu'il faut avoir du courage? Comment on a du courage pour défendre ses valeurs, mourir pour ses valeurs? Écoutez, moi je suis mal placée évidemment pour le dire, puisque moi je suis née après-guerre, donc j'ai aucune idée de comment j'aurais réagi. Mais ce que disent les résistants que j'entends encore aujourd'hui, et ceux que j'ai beaucoup entendus, je me souviens toujours, quand Pierre Fugain intervenait dans les lycées, il disait, Pierre Fugain a été pendant 40 ans le président de l'ANACRE, il disait, nous avons résisté à 20 ans, mais vous les jeunes, vous êtes en capacité de résister aussi. Voilà. Et c'est ce que disait aussi Stéphane Hessel. Il disait, nous sommes indignés. Pourquoi nous sommes rentrés en résistance? Parce que nous sommes indignés de ce qui se passait en France, des horreurs qui se passaient en France.
des camps, des camps d'internement, d'abord pour les Espagnols et puis ensuite pour les résistants, les francs-maçons, les socialistes, enfin, bref, tous ceux qui étaient mis au banc de la société par le gouvernement de Pétain, aussi bien évidemment les Juifs. Donc il disait... on n'a pas supporté ça, on s'est indigné et du coup on a résisté. Et il disait aux jeunes, mais vous aussi vous êtes en capacité de vous indigner et comme vous allez vous indigner, vous allez résister et le courage, ça vient, voilà, ça vient avec. Après c'est quelles valeurs on défend dans la vie. Si on défend des valeurs des valeurs humanistes, on s'engage pour ces valeurs. Et effectivement, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, on s'engageait au péril de sa vie. Mais je ne crois pas qu'ils étaient inconscients. Hein. Ils étaient conscients de ce qui risquait de leur arriver. Ça, c'est une évidence. Ils avaient peur. Hein. La plupart disent qu'ils avaient peur. Ils n'étaient pas des héros. Ils étaient des hommes comme tout le monde. Mais à un moment, c'était plus possible de supporter. C'était plus possible de supporter l'inacceptable. Donc on s'indigne, on résiste à sa façon, certains modestement, d'autres d'une façon plus importante, certains les armes à la main, certains juste en traçant des traits sur des V de la victoire sur les murs ou en distribuant des tracts, mais on s'engage pour finalement pourquoi pour changer la société, pour changer le pays, pour changer la face du pays, la figure du pays qui à ce moment-là est épouvantable, quoi. Voilà, il y a les Allemands, il y a le gouvernement de Pétain et c'est plus supportable pour la grande majorité des Français. Donc un certain nombre vont s'engager. Je vous remercie Martine Peters. Et puis on rappelle que donc l'exposition Jean Moulin, une vie d'engagement est au Repère à Saint-Aupre jusqu'au 24 octobre. Alors ce soir et vendredi de 17h à 19h. Oui. Et dimanche matin de 9h aux alentours de midi. Merci beaucoup Martine Peters. Voilà. Au revoir.